Alors, associer la notion d'instruction à celle de partition, ça peut paraître redondant de prime abord, puisque c'est le propre d'une partition musicale que d'indiquer ce qui doit être fait, le travail à accomplir. Puisqu'une partition, qu'est-ce que ça produit chez celui qui a appris à déchiffrer des notations, ça va engendrer une succession de gestes, de comportements précis, sans lesquels la musique ne se réaliserait pas. Alors, ce qui va néanmoins paru nécessaire de définir cette seconde contrée qui serait comme ça polarisée autour de la notion d'instruction et du rapport à l'action qu'elle engage, c'est tout simplement parce que le paradigme performatif inhérent à toute partition, je le rappelais en tout début de cette intervention, ce paradigme performatif, il peut devenir la principale, si ce n'est l'unique raison pour laquelle les artistes décident de s'emparer de ce mot et de cet objet. Indépendamment des questions notationnelles ou compositionnelles qui sont propres au champ de la musique écrite et dont j'ai rappelé que c'était des questions qui demeuraient très très importantes dans la première contrée, un certain nombre d'artistes vont en effet trouver en cet objet de médiation que constitue la partition un outil protocolaire leur permettant de prescrire dans l'absolu une suite d'actions à exécuter. Et ces actions, on va le voir, elles visent finalement moins à donner forme à un objet d'art qu'à organiser une expérience. Alors, je vais mentionner deux exemples qui sont tous deux représentatifs de tendances plus larges et qui par ailleurs ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Premier exemple, c'est celui qui consiste à écrire des partitions pour faire participer le public. Et ce fut notamment le cas lors du happening en 6 parties que proposa Capro en 1959. Dans le cadre de cette performance, des instructions à la fois très simples et très précises furent en effet communiquées via de petites cartes aux membres de l'assistance qui étaient invités à se déplacer à tel moment, à s'asseoir à tel endroit, ou bien encore à se comporter librement pendant une durée précisément déterminée. Alors pour Capro, cette série d'instructions, elle avait vocation à abolir la distinction qui prévaut d'ordinaire entre d'un côté ceux qui sont autorisés à faire, à savoir les artistes, qui sont spécialement formés pour cela et qui ont a priori des compétences spécifiques, et puis de l'autre les spectateurs qui eux sont simplement conviés à regarder. Dans le cadre du happening, les uns et les autres devenaient au contraire partie prenante de ce qui arrive, non pas par convention ou disposition particulière, mais parce que tous savaient très précisément, à chaque moment, ce qu'ils pouvaient ou devaient faire ou ne pas faire, via les instructions qu'ils avaient reçues, et du même coup, l'ensemble de leurs actions, même celles qui étaient spontanées, elles avaient été conçues par Capro comme entrant en jeu partie prenante de la composition globale de l'événement. Une seconde voie d'exploration de ces partitions instructions, c'est d'écrire des partitions pour performer le réel. Je signe performer le réel comme ça, pour indiquer que c'est une expression que j'emprunte, et je l'emprunte très précisément à Barbara Formis. Cette idée, pour elle, renvoie à l'idée qu'on ne cherche pas à transformer, ou à embellir, ou à juger le monde dans ce qu'il y a de plus concret, de plus ordinaire, mais quand les artistes qui vont comme ça performer le réel, ils vont plutôt définir un cadre, créer des conditions d'écoute, de regard, plus globalement de perception, qui finalement vont modifier la perception qu'on a de ce monde. On va le saisir sous un angle esthétique, c'est-à-dire en s'attachant à ses qualités sensibles, alors que notre rapport au monde ordinaire, on s'intéresse plutôt à ses valeurs d'usage, un rapport instrumental, ou éventuellement on va envisager le monde par rapport à ce qu'il nous fait, les sentiments qu'il peut générer, les significations qu'on lui attache. Là, c'est vraiment de le percevoir dans ses qualités sensibles. Alors, je vous donne un exemple pour que ça soit un peu plus concret. C'est l'exemple de la partition dite Table Music. C'est un event score que George Brecht expérimenta pour la première fois en 1959 et qui, comme l'explique Jola Robinson, demandait aux performeurs de choisir un horaire au hasard dans le calendrier des trains. L'horaire déterminerait la durée de la période d'attention perceptive qu'ils accorderaient à leur environnement. Par exemple, l'horaire 7h16 correspondait à 7 minutes et 16 secondes, période au cours de laquelle tout ce qui serait observé par les performeurs dans la gare ferait partie de la pièce. Parce que j'ai oublié de le dire, mais ça se passe, la première fois qu'ils ont performé cette event score, c'était dans une gare à New York. Alors ces partitions, elles ont du même coup beaucoup à voir avec ce que Victor Shklovsky qualifiait dès 1917 de procédé de défamiliarisation, il parle aussi de singularisation, procédé qui pour lui est la principale fonction de l'art, fonction qui est de libérer la perception de l'automatisme, de créer de la vision plutôt que de la reconnaissance. Donc, alors que les partitions modèles, elles vont produire des objets nouveaux, les partitions instructions, elles visent simplement à décaler la perception qu'on a des choses les plus ordinaires,
à les rendre étranges du simple fait qu'on leur accorde une attention spécifique. Alors, je vais à nouveau citer Capro, qui dans L'art et la vie confondus dit « Lorsqu'on vit sa vie consciemment, elle devient assez étrange. Faire attention transforme ce à quoi nous faisons attention. » Fin de la citation. Et donc, dans cette perspective, on pourrait décrire les partitions instructions comme des opérations de catalyse, du simple fait de leur existence, par les actions qu'elles invitent à faire, le type d'attention qu'elles génèrent. Elles vont contribuer à modifier non pas la substance propre d'un phénomène, mais la qualité des réactions que ce phénomène peut susciter. Alors, parce que ces partitions nous invitent à nous rendre attentifs à tout ce qui existe, au-delà et indépendamment des intentions de l'artiste ou de nos intérêts immédiats, on pourrait penser que ces partitions instructions, elles sont susceptibles de jouer un rôle important dans l'élaboration de formes non plus anthropocentrées, mais ouvertes à la diversité des agents et des éléments non humains qui composent nos milieux de vie. Et c'est finalement quelque chose qui était très présent dès la fameuse partition 4 minutes 33 de John Cage, qui nous demande en fait d'écouter tout ce qui arrive pendant ces 4 minutes 33 font partie de la composition. C'est aussi quelque chose qui se vérifie dans les track dance de Robert de Courcy, expérience de danse et de marche attentionnelle en milieu naturel, en passant par les prévisions de la compagnie Grand Magasin. Alors, j'ai pas le temps d'entrer dans le détail, dans le petit temps dont je dispose. Donc, ce que je vais faire, comme je l'ai fait pour les partitions modèles, c'est d'essayer de recenser comme ça les traits les plus distinctifs de cette deuxième contrée. Alors, en premier lieu, ce sont des objets qui, contrairement aux partitions modèles, ne reposent pas sur l'invention de notations spécifiques. Loin de chercher à développer des systèmes symboliques complexes ou sophistiqués, les artistes font appel au langage ordinaire pour définir des actions, des gestes, des comportements. La deuxième spécificité de ces partitions, elle réside dans le mode de structuration des actions. En effet, si ces partitions ont vocation à scénariser le cours de l'œuvre ou de la performance, elles vont déterminer une suite d'événements, elles s'en tiennent à cette structuration linéaire sans chercher à les synchroniser, ce que permet à l'inverse la partition d'orchestre, qui se lie à la fois horizontalement, quand on va suivre la portée propre à chaque instrument, et puis verticalement si on met en regard la mesure 1, 2, 3, telles qu'elles sont jouées simultanément par les différents musiciens. Donc il y a cette double articulation de la partition d'orchestre. Là, avec les instructions, on s'en tient à une structuration proprement horizontale. Et donc cet abandon de la verticalité, il va se manifester dans ces partitions instructions à plusieurs niveaux. En premier lieu, sur le plan des matériaux mis en jeu, qui sont considérés comme tous susceptibles d'un intérêt égal, sans distinction ou hiérarchie a priori. Donc le mouvement d'un oiseau, le mouvement d'une pierre, c'est plus rare, en tout cas la présence d'une pierre, ou le geste d'un performeur. Tout ça peut entrer en jeu dans la partition sans hiérarchie a priori. Cette horizontalité, elle se manifeste aussi sur le plan de l'œuvre, dont la forme finale, le résultat, importe moins que les processus de création qui l'organisent. Et puis, cette horizontalité, elle se manifeste aussi et surtout sur le plan des relations qui unissent l'auteur de la partition à ceux et celles qui la mettent en jeu. On l'a dit, la partition modèle, elle tend à concevoir son destinataire comme un simple intermédiaire, qui est évidemment indispensable, mais qui est relativement indifférent, puisque dans tous les cas, il doit être soumis au contrôle et au point de vue surplombant du compositeur. Avec les partitions d'instruction, au contraire, il y a vraiment la volonté de s'enraciner dans le champ du faire, de l'expérience, et du coup, la question des actions de l'interprète, la manière dont il va se saisir des instructions et les mettre singulièrement en jeu, ça devient un enjeu déterminant, voire premier, de l'écriture de la partition. Troisième et dernière caractéristique de ces partitions instructions, c'est le rapport qu'elles entretiennent au jeu, non plus le jeu spécialisé propre aux artistes scéniques, mais le jeu en tant qu'activité ludique et réglée. Donc on pourrait dire game versus play. Le statut de l'interprète se voit alors questionné de deux manières. D'un côté, il semble ne plus avoir de compétences particulières à faire valoir. Tout le monde peut mettre en jeu des partitions instructions. Et d'un autre côté, il semble ne pas avoir d'autre prétention que d'obéir aux règles de jeu. Il fait ce qu'il a à faire sans charger son exécution d'une plus-value symbolique. Du même coup, les plaisirs et les enjeux de son travail sont à chercher ailleurs, je dirais dans une forme de disponibilité, d'accueil, d'extrême attention à tout ce qui peut être dit, fait et partagé avec l'ensemble de ceux et celles qui prennent part à l'expérience artistique, et avec la conscience que, dans la vie comme sur scène, les programmes d'action sont des cadres avec lesquels jouer.
Alors ces différentes caractéristiques, on va les retrouver dans la troisième contrée, celle que j'ai appelée les partitions de matrice, mais ces caractéristiques vont se trouver portées à un niveau d'incandescence maximal. Troisième et dernière contrée, donc, partition matrice. Jusqu'à présent, les partitions dont j'ai parlé, ce sont des formes stabilisées, dans le sens où une fois qu'elles ont été établies, que ce soit de manière autoritaire ou à l'issue d'un processus d'accommodement collectif, ces partitions n'ont pas vocation à changer. À l'inverse, l'observation des pratiques m'a conduite à prendre acte du fait qu'il y avait des partitions qui ne pouvaient être appréhendées qu'à travers le prisme de la variabilité, soit, je cite la définition, aptitude à subir des modifications dans sa forme et dans ses fonctions, sous l'influence de facteurs externes ou internes. Alors, on peut se dire qu'a priori, cette variabilité, c'est contraire précisément à la forme et à la fonction des partitions, mais dans les faits, on s'aperçoit que cette dimension transformationnelle, cette mutabilité des partitions, elle peut bel et bien être voulue, pensée, prise en charge par celui qui écrit la partition. On est alors dans une variabilité à facteur interne, mais elle peut aussi résulter d'une intervention externe quand cette mutation de la partition elle est produite par un artiste autre que celui qui avait initialement conçu la partition. Alors le premier cas, facteur interne, il correspond aux partitions dites indéterminées, c'est-à-dire que la composition n'est plus conçue comme un produit fini, avec des contours stables et définitivement fixés, mais les artistes vont plutôt envisager la composition comme un processus ouvert au sein duquel les interprètes, par leurs actions et par leurs décisions, ils vont contribuer à faire l'œuvre. Alors cette notion de contribution, elle est vraiment très importante, puisque l'auteur de la partition, d'un côté, il cherche plus à donner forme à un ensemble définitivement structuré, indépendant de ceux et celles qui la mettent en jeu, et simultanément, il ne renonce pas à guider, à orienter la performance. Seulement, cette orientation, il va lui donner plutôt une dimension optionnelle, en recourant pour cela au principe de la combinatoire ou de l'aléatoire. Alors pour cela, ils peuvent recourir ou non aux ressources que leur offre leur environnement technologique, programmation assistée par ordinateur, vidéoprojection, mais on peut aussi penser à des systèmes beaucoup plus archaïques comme la mise en jeu de cartes tirées au sort. Dans tous les cas, les artistes élaborent des partitions qui ne sont plus statiques, uniformes, linéaires, mais ce sont plutôt des partitions dynamiques, modulaires, éventuellement intermédiaires, qui vont donner lieu à des œuvres qui varient, voire changent du tout au tout en fonction de leur mise en jeu. Alors, je vous montre très rapidement des images. Pour le versant technologique de ces partitions matrices, on peut penser à un grand nombre de pièces chorégraphiques de Miriam Goerfink. Et puis pour le versant artisanal, au protocole de jeu mis en œuvre par le Nature Theatre of Oklahoma. Voilà, je vous montre des photos, mais j'ai pas vraiment réussi de photos parlantes où on aurait vu par exemple une des membres de la compagnie montrer les cartes colorées qui sont des indications pour les acteurs. Voilà, donc vous êtes obligé de me croire sur parole ou de les avoir déjà vus en représentation. Donc ça, c'était pour les partitions matrices pensées, indéterminées par leurs auteurs. Mais il y a d'autres cas, en fait, où cette mutation, cette variabilité de la partition, elle est le fruit d'une opération exogène. C'est quelqu'un d'autre qui décide de faire varier la partition, donc indépendamment des volontés propres à celui qui en est l'auteur. Donc il y a cette dimension déjà arbitraire, de dire je prends une partition et j'en fais autre chose. Et cette dimension arbitraire, elle se trouve encore accentuée par le fait que finalement on s'aperçoit que tout peut servir de partition matrice aux artistes qui se chargent de ces opérations. En gros, il suffit de considérer l'objet ou le matériau avec lequel on travaille comme une partition, de quelque nature qu'il soit, et ça fait partition. Voilà, donc on peut se dire que cette photo va être la partition d'une danse, on peut dire que ce texte va être la partition d'un autre texte, on peut dire que cette prestation actuelle peut devenir je ne sais pas quoi. Voilà, en tout cas, l'idée c'est qu'on peut faire partition de tout. La question, une fois qu'on a admis ça, c'est de savoir pourquoi les artistes choisissent de recourir à ce terme de partition. Cette question-là, elle demeure entière. Qu'est-ce qui les conduit à considérer comme tel cet objet ou ce matériau, et surtout, dans quelle mesure le fait de les considérer comme tels va changer le rapport qu'ils entretiennent à cet objet ou ce matériau. En quoi ça va déterminer les usages qu'ils peuvent en faire. Alors là aussi, en appuyant sur les diverses observations que j'ai pu faire,
Je dirais que si tout peut faire partition, et si à partir de ce tout, les artistes peuvent engendrer toutes sortes de partitions ou d'œuvres nouvelles, c'est à une double condition. La première, c'est que le matériau écrit, sonore, visuel, qui est qualifié de partition, il est conçu non pas comme une source d'inspiration, ce qui arrive très souvent, mais vraiment comme un terrain d'observation, un objet avec une conformation particulière dont on va s'appliquer à repérer des éléments et des traits caractéristiques. Donc ça, c'est ce qui distinguera, on va dire, un objet source d'inspiration d'un objet partition. Puis deuxième condition, c'est que justement l'étude de cet objet va conduire les artistes à extraire un ensemble de règles de composition ou règles de jeu, d'exécution, auxquelles ils vont se plier méthodiquement. Alors, ces relations, ces règles qu'on va établir, elles peuvent être logiques, elles peuvent être analogiques, elles peuvent être aussi complètement ludiques, arbitraires, peu importe finalement. La seule chose qui est importante, c'est que cette matrice originale, à partir de laquelle on a inventé un ensemble de règles, elle est bien ce à partir de quoi et en fonction de quoi on va déterminer un programme d'action, quel qu'il soit, une série d'instructions destinées à structurer le travail. Et là aussi, c'est une manière de procéder qui a été au cœur de nombreuses expériences dans les années 60-70, notamment au Judson Dance Theatre. Je conclus. Alors, cette troisième et dernière contrainte que dessinent les partitions matrices, c'est la plus vaste et la plus composite des trois, mais elle est elle aussi caractérisée par un ensemble de traits dont je vais très brièvement parler. En premier lieu, ces partitions matrices, elles sont avant tout des objets paradoxaux vis-à-vis de la fonction qu'on attache a priori au principe à une partition. En premier lieu, parce qu'elles sont plus ou moins radicalement émancipées de la question notationnelle. Tout peut faire notation, tout peut avoir valeur d'instruction. Mais en plus, le champ d'application de ces pouvoirs génératifs, il atteint des dimensions très étendues, pour ne pas dire limitées. En effet, au lieu de définir une œuvre précise, susceptibles certes de donner lieu à de multiples interprétations, mais qui sont normalement quand même circonscrites à l'intérieur d'un champ prévisible, les partitions matrices, elles permettent l'invention de toutes sortes d'œuvres dont il est en partie, voire totalement impossible de présumer la forme qu'elles prendront. Si je décide de prendre une carafe, donc on fait une partition de danse, vous ne pouvez pas savoir à quoi ressemblera la danse a priori. Donc le recours au terme à l'objet de partition se comprend alors du point de vue le plus général qui soit, c'est l'espace de gestation, en tout cas de conception et de génération d'un ensemble d'occurrences, les œuvres, qui finalement, à travers la diversité de leur conformation, variation, déformation, elles entretiennent quand même une relation de filiation avec le spécimen duquel elles tirent leurs origines, même si, encore une fois, la forme finale peut être totalement différente et sans rapport avec l'objet, sans rapport évident avec l'objet source. Deuxième spécificité de ces partitions matrices, c'est qu'elles reposent sur des principes de composition que Lev Manovich a définis comme étant propres aux nouveaux médias. Il y en a 4 caractéristiques, je cite Manovich: modularité, automatisation, variabilité, transcodage. Et en fait, on retrouve ces 4 caractéristiques, modularité, automatisation, variabilité, transcodage, on les retrouve dans toutes les partitions matrices, et peu importe finalement que les artistes recourent ou non à des outils de conception et de diffusion technologique. Et donc, alors que les partitions modèles et dans une moindre mesure les partitions instruction, elles donnent accès à une temporalité organisée, dont le cours est fixé une fois pour toutes, les partitions matrices, elles s'ouvrent à un temps fait de simultanéité, de contingence, de variation continue, de dynamique instantanée et improvisée. Et donc là, je ne peux pas entrer non plus dans le détail de cette partition, mais c'est une partition, une machine à générer du jeu et de la performance qui s'appelle L'immortelle mort du monde, partition matrice donc, créée par Robert Filliou en 1960. Ce qui m'amène à la troisième spécificité et dernier paradoxe des partitions matrices, le fait qu'elles signent globalement une mise en retrait des pouvoirs décisionnels de celui ou celle qui en est l'auteur. Au lieu de se poser comme figure ordonnatrice du sens de l'œuvre, au double sens d'orientation et de signification, mais aussi de se faire valoir comme figure créatrice aussi originale qu'originelle, ceux et celles qui conçoivent des partitions matrices entendent explorer des modes de création plus coopératifs et surtout, je dirais, plus conjonctifs, dans le sens où ça engage des manières d'être et de faire fondées sur un principe d'interrelation entre une œuvre et une autre,
avec et parmi les interprètes, et enfin avec l'espace-temps spécifique où l'œuvre se déploie. Telle pourrait être du coup l'utopie ou la promesse politique, potentiellement écologique, mais potentiellement aussi néolibérale, j'en ai parlé dans l'ouvrage mais je ne peux pas développer ici, dont se chargent ces partitions matrices. Voilà, donc du coup c'est sur cette perspective, elle aussi ouverte et indéterminée, que je m'arrêterai, et je vous remercie par avance et par supposition pour votre attention. Bonne suite de colloque à vous toutes et tous.